Est-ce que vous vous souvenez de votre première aventure ? Je ne parle pas de voyage ou de relations affectives, mais de tous ces petits événements, surprenants, inattendus, qui ont rythmé les premières années de nos vies. Moi, j'en ai un en particulier. Je devais avoir 6 ans, et avec mes cousins, on a découvert qu'on pouvait grimper dans le cerisier de mes grands-parents. Alors, on a tous commencé à aller dedans. Chacun et chacune de nous avait sa branche. Et je me rappelle de ce moment. Je voulais aller au bout de celle de mon frère. Puis quelque chose a craqué. Et je me suis retrouvée le pied dans le vide. Ce jour-là, j'ai eu chaud. Mais j'ai découvert un truc super important pour la suite. Comment reconnaître une branche fragile ? Des exemples comme ça, en fait, il y en a plein. Et on ne se souvient généralement pas de tous. Le type d'aventure dont je parle, c'est le jeu. Pas forcément celui avec des règles, qu'on fait sur un plateau ou une console, mais celui qui est indéfini dans le temps et l'espace. Le jeu aventureux. Celui où on expérimente et ose les paramètres de la vie. Car c'est dans la surprise, le mystère et le risque qu'on apprend qui on est et quel est le monde qui nous entoure. Sauf qu'aujourd'hui, on a affaire à un petit problème. Selon une étude de l'Institut de veille sanitaire datant de 2015, 4 enfants français sur 10 ne joueraient jamais dehors. Qu'est-ce qui est arrivé à l'aventure dans nos sociétés occidentales modernes ? Dans ce contexte de disparition, je suis partie enquêter. Est-ce que c'est moi qui avais la chance d'avoir grandi à la campagne ? Ou est-ce que c'est la société qui ne serait pas devenue allergique à tout ce qui dérange, qui salit, qui fait du bruit et qui semble dangereux ? Avec mon micro et mon sac à dos, j'ai parcouru le Royaume-Uni, sur les traces d'un type d'aire de jeu un peu particulier. Les terrains d'aventure, ou des sortes de terrains vagues, dont la philosophie est de faire survivre l'exploration du monde par le jeu. Parents, enfants, théoriciens et playworkers, j'ai donné la parole à celles et ceux qui défendent une relation moins ordonnée et moins rigide de l'enfance. Car il y a bien une question que je me pose. Si c'est dans les aires de jeu que l'on construit notre vision du monde, alors est-ce que ces espaces alternatifs ne seraient pas une clé vers une société plus respectueuse, plus solidaire et plus autonome ? Je m'appelle Olesya Chevet et vous écoutez Terrain d'aventure, une série documentaire en 5 épisodes. Épisode 1. Une histoire de vagues. Londres, lundi 14 août. Me voici devant Martin Luther King Adventure Playground, le tout premier terrain d'aventure que je vais voir de ma vie. Quand on m'ouvre le portail, j'ai vraiment l'impression d'entrer dans un autre monde. Un terrain rempli de vieux caddies, de pneus et de restes de gros tuyaux industriels. Devant moi s'étendent plein de structures en bois récupérées, qui forment une sorte de petit village, avec son café, son restaurant, sa scène et même un château. Tout ça bricolé à l'initiative des enfants, avec scie, marteau et visseuse. Je trouve ça incroyable. Il y a aussi une zone à gauche du portail, où l'on peut faire du feu, des arbres dans lesquels les enfants peuvent grimper, et à droite, un toboggan en fer, où les plus petits aiment faire couler de la boue. Les quelques notes qui s'échappent d'un synthétiseur sous le petit préau résument l'ambiance de cet endroit. Entre ordre et chaos. An adventure playground is a space which is dedicated to children. It's an intensely flexible space.
It aims to provide the opportunities for children's play and development that living in the city is denied to them. So as you move on from that idea, it's about children expressing their agency over space in time. Yeah, it's about creating personal and collective histories, because it's our history that makes us human beings. Yeah, that's how we understand ourselves. If we are separated from our history, we fail as human beings. So the Adventure Playground attempts to be the space where human beings are rescued. Nés dans les années 45, les terrains d'aventure se sont particulièrement répandus au Royaume-Uni. Dans ces aires de jeu, n'importe quel enfant de 6 à 13 ans peut venir gratuitement pour construire, explorer et jouer tout au long de l'année. Simon est le premier des 5 playworkers que je rencontre. Son métier, accompagner les enfants dans leur liberté, un peu comme un assistant du jeu. Je discute longtemps avec lui. Il a toute une culture associée au domaine du playwork. Quand il me dit que les terrains d'aventure servent à se reconnecter à notre histoire par l'espace et le temps, ça m'intrigue. C'est quoi le contexte ? De quelle histoire on parle ? Nature has given us this drive to interact with our environments, and that interaction is called play. Through the interaction, we gain the stimulation which forms and strengthens the neural pathways of the brain. So children who have been play deprived, whose neural pathways don't develop, have physical holes in their brains. So nowadays you can feel that adventure playgrounds are more than important. Privé de jeu ? Sur le moment, c'est vrai qu'on ne peut pas trop comprendre. De nos jours, il y a pourtant bien encore des enfants qui jouent dans les parcs, dans les squares. En fait, le problème est plus précis que ça. Toboggan. Quand on regarde de plus près, balançoire. Il y a comme un hic. Échelle. L'aire de jeu est une boucle. Toboggan. Elle pourrait être ici, elle pourrait être ailleurs. C'est la parfaite formule magique qui ne prend trace de rien. Toboggan. Ni des parcours, ni des victoires et échecs, ni de la communauté qui l'entoure. Toboggan, balançoire, échelle. Sauf que pour se construire sainement, les enfants ont besoin d'avoir accès à une offre plurielle de jeux. C'est ce qu'explique un des théoriciens les plus connus dans le milieu des terrains d'aventure, Bob Hughes. Dans son livre Playtypes, Speculations and Possibilities, cet ancien playworker écrit qu'il existe en fait 16 types de jeux, 16 types d'aventures, chacun associé au développement de parties différentes du cerveau. Symbolique, jeu dramatique, sociodramatique, brutal, imaginaire, fantaisiste, jeu profond, jeu de communication, jeu locomoteur, exploratoire. Selon Hughes, les enfants naissent avec une attente génétique des types de jeux qu'ils ont besoin d'expérimenter parmi les 16, au cours de leur enfance. S'ils sont privés de la possibilité de, par exemple, creuser des trous, d'allumer des feux, de sauter de très haut ou de jouer à la course-poursuite, alors il y a un risque qu'ils ressentent encore la frustration d'adopter ces comportements lorsqu'ils grandiront, mais sous une forme adulte, déformée. C'est pourquoi, selon Hughes, l'un des rôles les plus importants des terrains d'aventure, c'est de créer des environnements qui permettent aux enfants l'accès continu à ces 16 facettes. Car il est question de permettre aux plus jeunes de choisir sans restriction ce qui forgera leur individualité.
J'adhère donc complètement au principe d'un espace 100% permissif. Mais j'avoue qu'il reste de quoi être un peu sceptique. Du coup, les enfants auraient besoin de s'exposer au maximum au risque pour bien grandir ? Est-ce que ce ne serait pas dangereux ? When we think about children and fire, the first thing we think is that there's going to be a child barbecue. Someone is going to be set on fire. That's what we think all the time. If we see a hammer, we think that a head and a hammer, bad combination. When we see a saw, we imagine someone's arm falling off. When we see when we see a ladder, we assume someone's going to fall off that. We adults, maybe because of the media, because the way that we're programmed, we just assume the worst of everything. Actually, I think it's because we're parents. We see the worst case scenario. We always do. But we always forget that there's lots of steps before we chop our arm off. There's lots of steps, literal steps, before we get to the top of the ladder. There's lots of steps before we get from zero fire to giant fire. And we have to walk close enough to really get hurt. We forget sometimes that there's lots of steps in between, and those steps we don't trust the children to take in their own time in the way that they're able to. So just take a ladder, for example. A long ladder is actually quite a scary process if you've never been up a ladder before, and some children will take 2 steps and that's it. That's already scary enough for them. Susanna est aussi playworkeuse. Elle m'explique alors que c'est justement parce qu'il s'agit d'aires de jeu à l'image des enfants que ces espaces ne sont pas dangereux. Les enfants ne vont pas se ruer vers les extrêmes juste parce qu'ils ont champ libre. Au contraire, les laisser faire ce qu'ils souhaitent, c'est les responsabiliser sur l'écoute de leurs limites, car ils n'ont pas tous besoin du même niveau de risque. Mais c'est quoi un risque, au juste ? A risk is something you take, and a hazard is something that happens to you. Yeah? Both of them are dangerous. Yeah? The risk, you can see it, you can assess it, and you can decide whether you're going to take that risk. The hazard is something you can't assess. It's a danger you can't assess. Yeah? So it will happen to you without you deliberately wanting to confront that danger. Pas de hasard dans les terrains d'aventure, enfin au minimum, mais que des risques que les playworkers laissent dans une démarche constructive. Le terrain d'aventure est donc un lieu où on fait confiance. La notion d'espace et de temps revient souvent. Mais c'est ça, c'est une conversation permanente entre l'espace qui façonne les enfants et les enfants qui façonnent l'espace. L'aire de jeu se forme par elle-même autour d'une mémoire de la trajectoire collective et individuelle de chaque enfant, à travers le temps. Children aren't stupid. They know when something is too risky, and there's stepped launching platforms, and the children will start on the lower one, and then they'll maybe go up to the next one, and then maybe go up to the next one. And like in Meriden Adventure Playgrounds, the top platform on the swing is called the Nutters platform, Mad People's platform, yeah, and it's 5.5 meters off the ground, and not all that many people go for it. It's like you build up, and eventually like you will get to do the Nutters platform, and once you've done it you don't really want to do it again, but you've been through that rite of passage. And the control measures on that particular structure are that there's only one route up to the Nutters platform, yeah, and it's deliberately made so that it's hard to reach from ground level. If you're physically too small, yeah, you can't reach it. And then like you get to that age, that size, but where you're physically able to get up to the platform. Now when you've got up to the platform, yeah, you can't actually get hold of the rope unless somebody else passes it to you. So like you can't do the thing on your own. There has to be other people around there. There's usually a play worker, and like the play worker might kind of like discuss with the child whether they really want to do it. But like, you know, they need the rope passed up. And that means that this rite of passage
You have to be physically able to do it because of the design, and it has to be done in a social situation because you need other people to help you do it. Yeah. And also psychological context. Like Yeah, that's right. You're ready to do that. And like, you know, I've seen like on that structure and children coming up, getting up there and then deciding, no, I'm not ready, I'm not going to do it. Dans ces espaces permissifs, la liberté des uns s'arrête à la liberté des autres. De même pour les capacités. Donc, il n'y a pas de zone séparée par tranche d'âge, comme dans des aires de jeu plus classiques, mais plutôt des structures formées autour de différents niveaux d'engagement. Parce que tout le monde évolue à son rythme. C'est ce qui force les enfants à s'écouter et à écouter ce qui les entoure. You need to look both ways when you're crossing the road. Be You see how aware. he naturally did that then. He was just naturally aware that the zip line was coming his way. Can I go on a zip line on my own? Do you think you can? I don't know. What do you think? I don't know. Think you could do it one-handed? Oh, I don't know. I think that's a decision that you've got to make, isn't it? Quand histoire personnelle et collective se mélangent, l'aire de jeu se construit autour de ça. Entre structures fixes, ancrées dans le temps comme des drapeaux, et structures éphémères, en réponse à des besoins à plus court terme. Je vois les terrains d'aventure comme une suite de vagues, plus ou moins hautes, entre ordre et chaos, espace et temps, qui accompagnent progressivement chaque enfant vers la réalisation de plus en plus complexe de son aventure, à travers les années. If we spend the entirety of childhood protecting and scheduling children, 18 years of like carefully bubble wrapping children, what do you do when they turn 18? Just rip it off and say, here you go, I've given you nothing. Now go ahead and be an adult. Why are you not doing it properly? Go on. That's not going to work, is it? We can't send a child out into the world with no equipment, no tools. You've got to let them do something to prepare themselves. I think play is a really great way of doing that. Mieux vaut un os cassé qu'un esprit brisé. C'est une phrase qui revient souvent dans le milieu des terrains d'aventure. Elle peut sembler exagérée, mais des études le prouvent. Comme dans les travaux de Fraser Brown ou de Bob Hughes, la privation de jeu est une cause de comportement pathologique à l'âge adulte. Quand tout devient de plus en plus sursécurisé et que l'enfant se forge dans une fausse image de la réalité, difficile de ne pas faire le lien avec le taux croissant de maladies mentales. C'est là qu'on se dit, finalement, est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas se faire un peu mal pendant l'enfance, pour éviter de se retrouver avec des générations de jeunes adultes de plus en plus déboussolés dans leur relation avec le monde. Les terrains d'aventure ne seraient-ils pas tout compte fait un lieu où l'on apprend à se protéger, un espace d'encapacitement où les enfants ont la liberté de tester, sans restriction, leurs limites et leur résilience, tant que c'est le moment et l'endroit de le faire.